à tous, bienvenue sur le podcast Agile is not enough, le podcast où on va vous parler d'agilité, de ligne, de pensée systémique et toutes ces petites choses qu'on adore implémenter chez nos clients. Donc je suis Jalil, le doc de Reactive, accompagné de mon compère de toujours, Val, Scrum Master préféré. Et bonjour, ça va bien, Jal? Ça va, ça gaze, ça déchire, mon cher ami. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui un super coach agile. Vous connaissez mon avis, il n'est jamais biaisé. Pascal qui vient nous parler d'un sujet très intéressant comme toujours, mais je pense que ça va vous étonner, c'est comment manager pour une transformation juste. Je vous laisse digérer ça. Alors, tu te définis, Pascal, comme un coach zébré pour un monde meilleur. T'es passé de développeur à architecte, à coach agile et coach pro. Et donc, tu es passionné par la découverte de ce qui peut permettre d'amener des relations plus sereines dans une transformation. Et ça, on sait bien que c'est un vaste sujet. Tu as découvert la CNV il y a 4 ans. La CNV, c'est la communication non violente, donc à laquelle tu t'es bien formé. Tu as le cœur à rendre le monde meilleur en partageant ce merveilleux outil. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Pascal? Non, c'est parfaitement ça, et ça correspond tout à fait à ce que j'ai envie d'être et d'envoyer au monde. Excellent. Eh ben, écoute, sans plus attendre, moi je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet pour une transformation plus juste. Déjà, comment est-ce que toi tu définis une transformation juste? Ça veut dire quoi? Alors j'ai joué un peu sur les mots, parce que juste, effectivement, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Mais ce que j'avais envie de partager, c'était d'une part une notion de justice, parce que parfois j'ai l'impression que on oublie un petit peu les humains et tout ce qu'ils peuvent apporter dans une transformation, et aussi de dépenser la juste énergie pour faire les justes choses, plutôt que de s'éparpiller dans plein de choses et puis de perdre toute son énergie à essayer de faire des choses qui correspondent pas à ce dont on a besoin. Ouais. Donc voilà, une notion de justice et une notion de justesse. Excellent. Excuse-moi. Et alors, notion de justice, de justesse en tout cas. Toi, tu as un petit focus, si je ne m'abuse, sur le management. Donc, les managers, on sait qu'ils ont un rôle clé dans les transformations, même si on ne parle pas forcément d'eux, en tout cas au début, pas suffisamment. Ils se sont souvent un peu délaissés et surtout désarmés. Déjà, en termes de posture de ces managers, comment tu pourrais décrire un peu les différentes postures que toi, tu as pu observer, et puis comment ces différentes postures ont impacté les transformations que tu as observées? Alors, la plupart du temps, quand on est sur des transformations classiques, on est plutôt sur des observations de managers qui sont soit des papas, donc c'est-à-dire qu'ils ils veulent le bien de l'équipe tout en les traitant comme des enfants. Ouais. C'est-à-dire fais ci, fais ça, etc. Et du coup, mais il est quand même là pour eux, pour les écouter, etc. Ensuite, on a des managers qui sont très dans le command et contrôle, parce que parfois ils ont été des experts, et pour accéder à des postes à plus de responsabilités ou à des meilleurs salaires, ils sont passés managers. Très commun, ça. Et du coup, ils ont besoin de continuer à toucher l'opérationnel et à vérifier que chaque détail est fait comme lui le voudrait. Donc effectivement, on a des postures de command et contrôle autour de ça. Et puis on a aussi des managers qui sont, on va dire, dans une forme d'obéissance, et qui vont juste appliquer ce qu'on leur demande de faire. Et puis voilà. Bon. Il y a beaucoup de postures très différentes, en fait. Je vais retenir ces trois-là. Et en agilité, on sait qu'on aimerait aller vers quelque chose qui est le manager coach, le manager accompagnant, ou le manager au service de son équipe, plutôt que le manager dont l'équipe est, pour lequel l'équipe est au service, quoi. On est totalement sur les postures. On est totalement dans les 3 états du moi, enfin dans les états de personnalité, dans les managers que tu proposes, et notamment sur la posture de parent. C'est ça, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que parce que j'aime beaucoup ce sujet de sécurité psychologique, on va se digresser quelques instants. Vas-y. Mais c'est effectivement une proposition que je fais souvent en termes d'accompagnement, c'est que pour que les gens puissent aller vers l'autonomie et la responsabilisation, il faut qu'ils aient un cadre de sécurité psychologique.
Et quand le manager est dans une position de parent, hein, qui soit notamment normatif, les enfants sont infantilisés. Et quand on est infantilisé, on n'a pas envie de prendre des responsabilités. On sait qu'il y a le papa qui peut se fâcher si on prend des initiatives, et puis il faut lui obéir, etc. etc. Et puis on Donc s'autorise la posture pas manager est... Vas-y, Val. C'est ça, il s'autorise pas, effectivement à faire des choses parce qu'il sait qu'il y a un papa qui est là pour surveiller, pour gronder, pour donner son avis, etc. Et cette posture d'infantilisation finalement crée une forme d'insécurité. Et la proposition que je fais aux managers, c'est de réussir à sortir cette position de papa et puis d'aller vers quelque chose où on laisse grandir les enfants un petit peu de manière plus autonome et on les soutient plutôt que effectivement leur dire ce qu'on a à faire. Par contre, il faut une posture soutenante parce que si le manager ne fait que lâcher le truc en disant bon, c'est bon, maintenant que vous êtes autonome, ça va pas créer du tout de sécurité. Ils vont pas se sentir en sécurité. Vas-y, Val, s'il te plaît, vas-y. Je fais une sous-question sur ce que tu dis, mais j'allais dire papa et maman, mais du coup, une sous-question qui vient, c'est est-ce que pour toi, c'est des comportements très observables chez les hommes, manager homme, ou est-ce que c'est autant des deux? Alors j'avoue que c'est un sujet d'actualité, hein, mais j'ai rencontré plus de managers hommes que de managers femmes. Et du coup, on avait souvent du parent normatif, hein, si on prend l'analyse transactionnelle, qui crée des règles, des cadres, de la surveillance, du contrôle, etc. Pour les managers femmes que j'ai pu observer, on avait parfois effectivement ce besoin de contrôle, et notamment quand elle venait de la filière expertise. Mais sinon, on avait plutôt des comportements plus parents nourriciers, c'est-à-dire quelque chose de plus soutenant, et puis allant vers les autres en fait. Donc, mais j'en ferai pas une généralité. J'avoue que j'ai bien pas sûr. assez Non, mais c'est d'expérience, intéressant, mais on n'en fera absolument pas une généralité, bien sûr, quoi qu'il arrive. Ouais. Et justement, si je rebondis sur ces différentes postures, déjà, comment tu les amènes déjà à conscientiser la posture? Parce que déjà accepter que voilà, il fait le rôle du papa ou il fait le rôle du command and control, ou enfin, il fait le rôle. Il agit en pure command and control. Donc, comment tu les amènes? Je parle même pas de changer de posture, je parle juste de conscientiser la chose et de se dire que peut-être il y a une autre bien sûr, voie. je comprends. En fait, ce qui est observable généralement auprès des équipes, c'est que quand ils participent aux réunions d'équipe, justement avec le manager, etc., ce sont des personnes des équipes qui sont plutôt passives ou qui vont râler, qui vont être dans une forme d'enfant rebelle. C'est-à-dire que ils vont essayer de critiquer le parent, mais voilà, c'est toujours sous couvert de blagues, etc. Et difficulté à appréhender le changement, à proposer des choses, ou tout simplement à dire comment ils se sentent dans ce genre de moment. Et du coup, quand on observe voilà, des équipes qui sont dans cet état-là, on sent qu'il y a un sujet de sécurité psychologique, c'est-à-dire qu'ils n'osent pas faire des choses parce qu'ils ont peur de quelque chose, ou parce que ça peut être aussi un confort, c'est-à-dire que c'est plus facile quand on dit ce qu'il faut faire. Bien Comme ça, sûr. c'est pas moi qui porte la responsabilité. Et je peux dire, c'est lui qui m'a dit de faire. Et du coup, voilà. Donc il y a, ça peut être deux choses. Mais dans les deux cas, c'est aussi de se dire, il y a des chances que le manager, il soit toujours en posture d'apporter des solutions quand quelqu'un vient se plaindre. Ouais. Bon, voilà. Et c'est ce que j'essaie d'indiquer au manager. Je dis attention, là, tu es dans une posture très solution. Est-ce qu'il serait pas intéressant de voir ce que l'équipe en pense ou de construire quelque chose avec eux? Et bien souvent aussi, et là c'est plus délicat, c'est de dire vous apportez des solutions, mais vous ne connaissez pas toujours le problème. Parce que on est dans l'immédiateté et il y a quelqu'un qui pleure et on lui met un pansement. Et voilà, c'est un comportement parent-enfant. Et peut-être que il faut apprendre à l'enfant à faire du vélo. Et c'est peut-être pour ça qu'il est tombé et qu'il s'est écorché. Donc voilà, c'est pas juste mettre le pansement, c'est peut-être aussi le soutenir dans son effort à apprendre du vélo. Et voilà, c'est la proposition que je fais. Voilà, tu es dans cet état-là aujourd'hui d'équipe qui a du mal à prendre l'initiative, et en même temps tu apportes beaucoup de solutions.
Et il y a des chances que ça crée quelque chose où les gens, soit ils sont dans un confort parce que tu fais tout à leur place, soit ils osent pas parce que de toute façon tu vas apporter ta solution. Donc, et comment tu te sens avec ça, quoi? Il y a même deux problèmes du coup dans ce que tu dis, parce qu'il y a en effet l'enfant à qui tu vas mettre un pansement alors que c'est pas forcément nécessaire, ou du moins faut le laisser apprendre à faire du vélo. Mais il y a aussi le manager à qui tu vas dire qu'il faut pas qu'il le fasse alors que c'est dans ses habitudes et c'est ce qu'on lui a appris. Je pensais à la même Et chose. là tu dois. Est-ce que c'est pas ça même qui est le plus difficile à accompagner Si, mais en termes de backfire comme effect? comme souvent, t'as le mandat pour venir apporter une transformation, de l'agilité, etc. Tu dis l'un des prérequis généralement, c'est de rendre les équipes autonomes, Oui, d'accord, en autogestion, ou, voilà, en tout cas dans une forme d'autonomie, et de lui expliquer on tend vers ça, c'est-à-dire que le manager doit prendre une posture qui est différente, souvent plus basse, et moins impactante auprès de l'équipe pour qu'elle puisse effectivement, comment dire, fleurir et puis devenir ce qu'elle doit devenir. Ouais, grandir. Donc voilà, c'est ça. J'utilise vraiment s'épanouir, je dirais même. C'est pour ça que je disais fleurir, s'épanouir. Et c'est pour ça que en fait, en donnant cette compréhension de là où on veut aller, et de lui donner un petit peu un regard extérieur en disant, bah là, ton équipe aujourd'hui, elle a du mal à être autonome, elle propose pas d'initiative, etc. Et en même temps, aujourd'hui, tu es très présent et tu apportes souvent des solutions quand l'équipe demande quelque chose. Et ben, si on veut changer les choses et qu'on veut aller vers de l'autonomie, il faudrait que tu puisses avoir effectivement un step back, te mettre un petit peu en retrait par rapport à tout ça, et soutenir effectivement ce que les autres font. Et l'un des outils que je peux proposer d'ailleurs, c'est comment on appelle ça? Du management 3.0, hein, 3.0, ouais. Delegation Poker. Ouais, le Delegation Poker. Justement pour voir où les équipes se sentent bien de prendre des responsabilités et où ils se sentent pas de prendre des responsabilités. Bien sûr. Et puis en même temps, ça permet aussi de prendre conscience au manager de là où il est aujourd'hui, en fait. Tout le pan de responsabilité qu'il prend en termes de décision, etc. Ouais, etc. poser les vacances, machin, enfin, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Et du coup, ça peut lui faire prendre conscience aussi de l'espace qu'il occupe. Et sans jugement, c'est-à-dire que c'est très factuel. C'est-à-dire, voilà, sur toutes ces activités, bah, tu es présent. Et est-ce que ça serait OK pour dire, bah, voilà, ce genre d'activité, normalement, c'est plutôt l'équipe qui le fait. Dans quelle mesure l'équipe est OK pour le faire et dans quelle mesure toi, tu es OK pour les soutenir et leur apporter ce que tu dois, quoi. Donc voilà, donc il y a des outils, des démarches. Tu me fais penser, justement, je rebondis 2 minutes sur le Delegation Poker. Je connais une manager qui l'a utilisé pour son équipe et ça fonctionne très très bien. Mais très fan du management 3.0, donc déjà ça partait bien. Ça aide. C'est 50% de victoire déjà. Donc et ça marchait très très bien. Mais par rapport au reste de l'organisation, ce qui est très intéressant, quand on lui a posé la question de comment tu fais pour gérer ton équipe, machin, tout ça, parce que visiblement les résultats sont là et qu'en plus les gens ils se sentent bien et tu vois, c'est marrant comme ça a vraiment des effets positifs et ça se voit, ça se ressent. Quand elle explique, ça fait peur aux gens. Mais tu les laisses, mais tu peux pas les laisser faire. Mais tu contrôles pas ce qu'ils font. Tu vois, t'as des questions comme ça, tu contrôles pas ce qu'ils font. J'adore le mot contrôle. Et on retrouve bien cette histoire de parent-enfant, c'est-à-dire que le parent, il doit contrôler que les devoirs ont été bien faits, que la chambre est rangée, que machin, etc. Donc on est bien dans cette relation parent-enfant, en fait. Et c'est compliqué de leur expliquer. Alors peut-être que des fois, il faut faire Moi, j'ai déjà fait des petites initiations à l'analyse transactionnelle pour expliquer justement les états du moi, et dire, bah voilà, nous, ce qu'on recherche, c'est avoir une relation qui est plus adulte-adulte, et donc arrêter d'infantiliser les équipes, etc. Donc ça peut être aussi une démarche, hein, de faire des petites initiations pour expliquer les états du moi et les fonctionnements, etc. Bien sûr. Parce que en fait, les gens ne connaissent pas toutes ces théories, parce qu'ils n'ont pas été... Et le manager, je trouve qu'il est poussé dans les voies du management avec des caricatures de formation sur comment conduire l'entretien, etc. Mais assez peu sur les théories sociales et les théories d'organisation. Bah, comme tu dis, c'est très orienté solution et non psychologie, comportementale, sociologique même. Parce qu'on parle des 3 états du moi, mais là, tu as aussi en double, en petit bonus,
le triangle dramatique de Cartman. Hein. On est sur sauveur Bien victime sûr. bourreau en ouais. constant Ouais. et ça fait que tourner là-dedans et personne s'en rend compte et voilà quoi. Et il est possible qu'en fait, à une époque, ce type de management était approprié. Mm. Et aujourd'hui, on est dans une société qui bouge beaucoup, où on est plus intéressé par ce que ressentent les gens, le bien-être au travail, etc. Et je pense que du coup, il faut aussi apporter des outils aux managers ou des formations pour qu'ils prennent conscience de comment on fait pour justement s'intéresser aux gens, comprendre les comportements de groupe, les comportements individuels, etc. Et je pense que voilà, comme la société change, en fait, il faudrait pouvoir équiper aussi les managers de la bonne manière. En fait, c'est l'idée que dans le management de personnes, bah, il y a les personnes. Il faut les considérer en tant que telles et pas juste comme des ressources, comme on le fait beaucoup. Hein. On a tendance à les affilier à des espèces de machines sur pattes. Encore une fois, comme dit Pascal, ça avait son utilité avant à l'ère industrielle. Oui. Mais aujourd'hui, où on a besoin de réflexion et de résoudre de la complexité, tout ce qui est travail complexe, exactement. Ah ouais, exactement. Totalement. Donc... Non, mais je pense que c'est vraiment le sujet, c'est la complexité. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment un sujet sociétal de dire on veut prendre soin. Et c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment, ouais, c'est vrai. dans ces 20 dernières années, et qui apporte aussi une autre dynamique dans l'entreprise où voilà, c'est important aussi que les employés se sentent bien, et c'est pour ça que c'est notre manière de rétention, parce qu'aujourd'hui le monde est beaucoup plus volatile en termes de marché, etc. Donc voilà, il y a aussi plein de choses qui expliquent le fait qu'on veuille prendre soin des gens. Ah, absolument. Il y a beaucoup de bénéfices, en fait, à avoir cette approche managériale-là. Ouais. Et même au-delà du bénéfice, je pense que c'est quelque chose que les gens commencent à voir au fond, tu vois, comme une fibre. Je prends soin d'eux. Et c'est vrai que dans certaines missions, et une mission dans laquelle on était ensemble, d'ailleurs, Jalil, ils sont finalement très préoccupés par l'évolution des gens, le fait qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font, etc. Et ça ne les empêche pas pour autant de se dire tiens, il faudrait qu'ils bossent 1 heure de plus par jour parce que on a des trucs à livrer dans pas longtemps, quoi. Et il y a une forme de dichotomie, et parce qu'ils ont des injonctions très fortes de résultats, mais dans une fibre intérieure, en fait, ils savent que c'est important de s'occuper des gens. Et du coup, c'est devenu quelque chose qui est vraiment présent maintenant. Et alors, je ne sais pas si c'est naturel, mais en tout cas, je pense qu'honnêtement, c'est le contexte qui a fait que il y a une évolution d'environnement. Exactement ce que tu as dit, l'environnement du marché, du travail. Il n'est pas facile de trouver les bons profils, de les retenir, de les développer en interne et tout ça. Donc, quelque part, il y a cette obligation naturelle qui se crée pour moi. En tout cas, c'est ma perception. Alors ça, là-dessus, on peut faire un épisode entier parce que il y a le marché, mais il y a aussi la question générationnelle. Ah oui. Je parle même pas de l'aspect générationnel. T'as tellement raison. Ah ouais. Ah, t'as tellement raison. Ouais. Donc ça, faut qu'on le garde à côté parce qu'on peut en faire limite un hors-série tellement c'est un sujet d'actualité, quoi. Et c'est clair. Pour en terminer sur ce sujet qui est extrêmement vaste, si tu avais 3 recos ou 2-3 recos que tu voudrais faire à des managers qui rentrent dans une transformation agile, qui savent pas trop par où commencer, mais ils aimeraient bien un petit peu peut-être s'informer, peut-être savoir comment procéder. Alors là, tu me prends. Il y a tellement de choses qu'on pourrait apporter, mais ce qui te semble venir naturellement. Oui, il y a quelque chose de. C'est pas une liste exhaustive, bien sûr. Non, bien sûr. Mais déjà alors on pousse, généralement les managers poussent la transformation et quelque part ils s'oublient en fait. Et ma recommandation première serait de dire quelle est ma place, qu'est-ce qu'on attend de moi, et est-ce qu'il n'y a pas une injonction contradictoire dans ce qu'on me demande de faire et de dire en fait. C'est-à-dire il faut changer les gens et en même temps on veut toujours le même résultat. Donc, donc déjà pour le manager, c'est de se dire est-ce que je suis en train de subir une injonction contradictoire, et je trouve ça hyper intéressant déjà de se poser la question, de se dire est-ce que je subis ça, et si je subis ça, il y a quelque chose qui va pas fonctionner à la fin. Et quelque part, je vais subir les conséquences de ça.
Est-ce que je vais pas atteindre mes résultats et ce qu'on attend de moi? Donc déjà ça, il y a vraiment un sujet de protection de soi-même de la part du manager, et ça c'est très important. La deuxième chose serait de dire, c'est que il faut être capable d'être dans une posture de soutien inconditionnel. C'est-à-dire, quels que soient les choix d'équipe, on leur a demandé de changer, et quelque part, ils ont besoin des moyens nécessaires pour pouvoir faire ce changement. Et les moyens, c'est pas que de l'argent, mais c'est aussi être présent à côté d'eux pour prendre les bonnes décisions, parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de prendre des décisions. Ils ont besoin d'être soutenus là-dedans, d'être soutenus dans leur choix, le fait de faire des erreurs, mais aussi être soutenus, c'est-à-dire avoir la reconnaissance que le changement, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande des efforts, et rien que pour ça, voilà, ils auraient besoin d'être valorisés et reconnus par rapport à ça. Donc vraiment une posture de soutien très forte par rapport à ça. Et la troisième, je serais tenté de dire, c'est d'être à l'écoute. À l'écoute des parties prenantes. C'est-à-dire que la transformation, ça impacte tellement de gens que voilà, de savoir eux ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ressentent, à l'écoute des équipes, parce qu'eux aussi ils vont traverser des moments sur Tuckman de storming très fort. Oui, et c'est du clair. coup, voilà, à un moment donné, il faut être là pour eux, quoi, pour les écouter, parce que ils vivent des choses qui sont dures à vivre, quoi. Et du coup, en écoutant aussi l'environnement, ça sert aussi un peu de parapluie aux équipes, parce qu'on a pressenti ce qui allait arriver, quoi. Et du coup, on peut devancer et un peu anticiper éventuellement les choses qui sont un peu sous tension. Donc voilà, ça serait mes 3 conseils. C'est vérifier si je suis pas dans une injonction contradictoire, d'être De soutien à l'écoute et être en et à soutien. l'écoute. Ah bah écoute. Et alors moi, en tout petit bonus, désolé, Vas-y mon Val. parce que là, ce que tu nous donnes, et c'est normal parce que ça fait partie des transfos et de l'accompagnement, mais c'est des attendus de posture, c'est des postures qui vont changer par rapport à la posture actuelle d'un manager. Mais pour aller creuser ce truc-là, imaginons, là, on a un manager qui nous écoute, il se retrouve totalement dans ce que tu dis, il est en mode, mais oui, il faut que je change ces trucs-là, je vois totalement. Mais en termes d'outils spécifiques ou de formation, on a parlé d'analyse transactionnelle, on a parlé d'état du mois, mais ça peut paraître très flou ou vague. Par quoi est-ce que tu proposerais à notre auditeur là tout de suite de commencer pour s'intéresser du moins au sujet, ou alors une formation qui, je sais pas, lui changerait sa vie, par exemple? Il y a tout un panel, et en fonction de l'état dans lequel se trouve l'entreprise et l'équipe, etc. Moi, je suis un grand adepte de la communication non violente, donc je serais tenté de dire que ça permet de vraiment vivre l'écoute d'une autre manière et d'être plus attentif à ce qui se passe. Donc ça peut être un très bon outil. Management 3.0, qui est pareil, toute une boîte à outils de plein de choses. On parlait du dégagement poker. Et ça, pour visualiser dans quel état on se trouve par rapport à une autre équipe, je trouve ça génial. Et très simple d'accès. Donc voilà, ça peut être 2 outils très simples à prendre en compte. Ok, simplement. Ouais. Super, merci. Ah bah écoute, merci à vous, merci Pascal, merci pour toutes ces informations et ce partage de connaissances. Nous, on vous dit rendez-vous très vite pour le prochain épisode. N'oubliez pas de nous soutenir, n'oubliez pas de partager et de commenter. Rajoutez-nous des idées pour les futurs épisodes. En tout cas, n'hésitez pas à passer la bonne parole. Mettez-nous 5 étoiles, ça aide beaucoup. Et puis, on vous dit à très très vite pour le prochain épisode. Et je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend du moment. Ciao. Merci Pascal. Merci à tous. Bye bye.